Bon, on va commencer. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas vu la dernière fois, je m'appelle Lionel Rondouin. Entre autres vies, parce que j'en ai eu plusieurs, j'ai été militaire de carrière, industriel et enseignant dans les écoles de commerce et d'ingénieur. Voilà. À titre politique, je suis un militant de 45 ans. Bon. Ça ne me rajeunit pas. Et aujourd'hui, je consacre une partie de mon temps à un centre de formation politique qui s'appelle l'Iliade, dont je suis formateur attitré et orateur. Comme ça, si vous voulez me regarder sur YouTube un de ces jours, il n'y a qu'à taper mon nom. Et je suis heureux d'intervenir pour la deuxième fois auprès de ce cercle d'action française. La dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais saisi un sujet d'actualité qui était la réforme fiscale de Macron, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, pour essayer d'analyser le sens politique de cette réforme, ce qu'il y a derrière, hein, et ce n'est pas de la fiscalité, c'est de la politique. Tout est politique, nous le savons bien, et ce soir, je voudrais vous parler d'un autre sujet qu'avec Enzo, on a appelé le mondialisme, projet marchand. C'est les liens entre le projet mondialiste et un certain nombre d'intérêts privés qui font de ce projet non seulement un projet idéologique, mais aussi la source, le profit d'intérêts privés. Alors je vais essayer de décrire brièvement ce que j'appelle ce mondialisme marchand et d'en donner quelques exemples dans ses manifestations les plus typiques. Et puis on essaiera d'investiguer les sources de ce phénomène dans l'histoire, en philosophie et en économie. J'insiste dès le début sur le fait que le mondialisme marchand, ce n'est pas la mondialisation. Le mondialisme marchand, c'est un projet. C'est le fruit d'une volonté concertée d'organiser le monde. C'est une idéologie qui est à la fois politique et économique et dont il convient d'identifier l'origine et de comprendre les mécanismes. C'est d'autant plus important que si les manifestations actuelles les plus visibles du mondialisme politique et économique, c'est l'arrivée massive de populations non européennes en Europe, l'immigration, c'est la concurrence déloyale que peut pratiquer la Chine à l'encontre de notre industrie. En revanche, l'origine de ce phénomène est européenne. C'est une conséquence, parmi d'autres, de la philosophie des Lumières, et les acteurs majeurs de cette politique mondialiste sont soit européens, soit nord-américains, héritiers de cette philosophie et de cette vision du monde. Donc ça ne sert à rien d'incriminer en premier lieu les migrants afghans ou les industriels chinois. Il faut commencer par balayer devant notre porte à nous autres Européens. Il n'y a pas d'action efficace sans une analyse préalable des faits et des causes. Alors, brièvement, quelques mots sur le mondialisme marchand. Tout d'abord, le mondialisme n'est pas la mondialisation. La mondialisation des échanges et des marchés, c'est un fait. C'est un phénomène qui s'est développé progressivement, naturellement, et depuis des siècles, comme conséquence d'innovations techniques successives. Techniques de transport, techniques de navigation, cartographie, techniques bancaires, maîtrise de l'électricité. Au fur et à mesure qu'on découvrait de nouvelles terres, on y découvrait de nouveaux produits, la soie, les épices, le café, la canne à sucre, des sources abondantes de minerais, et on a commercé. Ça n'a rien de récent, puisque le commerce international existe au moins depuis 4000 ans, avant même l'invention de la monnaie, et dans toutes les régions du monde. Ce qui est plus récent, en revanche, et ce qui a permis la vraie, entre guillemets, mondialisation contemporaine, c'est un ensemble de révolutions techniques majeures. Un certain nombre, on peut penser à la propulsion mécanique des navires, remplacement de la marine à voile par la marine à vapeur, la construction de navires en acier au lieu d'être en bois, la maîtrise de la chaîne du froid qui a permis le transport de matières organiques congelées, comme la viande, le télégraphe, le téléx, le téléphone, puis maintenant l'informatique, qui ont permis la transmission rapide d'informations et la mise en relation en temps réel des systèmes financiers, des banques, ce qui a permis aussi
des transferts rapides de capitaux pour régler des factures. On peut observer que la mondialisation progressive des échanges a eu aussi, par un mécanisme proactif, ça a permis la vulgarisation et l'expansion de techniques. Le camion automobile, le transport par cargo lourd, les trains diesel, l'avion n'auraient pas pu se développer autant que nous le voyons si nous n'avions eu à notre disposition que nos très maigres ressources en hydrocarbures. Notre production de pétrole est très maigre et il est tout naturel que nous en apportions d'autres régions du monde. Tout ça, c'est des évidences. Mais je les rappelle pour des raisons politiques. Parce que souvent, nos adversaires nous font un faux procès. Ils nous accusent de vouloir ériger des barrières commerciales infranchissables et de vouloir couper la France du monde extérieur. C'est aussi l'argument le plus fréquemment opposé aux partisans du Brexit au Royaume-Uni. Et ça, c'est absurde. Dans le cas de l'Europe et de l'Angleterre, les échanges commerciaux étaient déjà intenses entre le continent et les îles britanniques 1000 ans avant notre ère. Des métaux tels que l'étain pour fabriquer le bronze, du vin, de l'huile, des produits agricoles secs, etc., etc. Alors moi, je veux bien croire à la dérive des continents, si vous voulez, mais les îles britanniques ne vont pas se déplacer de 1000 km vers l'ouest à cause du Brexit. Ça ne changera rien. Cette proposition et cette accusation sont absurdes. Le commerce international est un fait naturel, nécessaire et ancien. Il est donc hors de question pour nous de faire pousser du café à Saint-Gaudens, des ananas en Lorraine, ou de couper les pins de la forêt des Landes pour faire tourner nos voitures au gazogène comme sous l'occupation. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le protectionnisme intelligent ne supprime pas le commerce international, il vise simplement à limiter les effets néfastes du libre-échange absolu des marchandises sur les économies nationales et sur les monnaies lorsqu'il y a un risque de déséquilibre ou de concurrence déloyale. Ça n'a rien à voir avec l'autarcie qui, elle, vise à faire que la nation ne vive que sur ses propres productions, ses seules productions, et à ce moment-là, effectivement, en autarcie, on revient au gazogène. Alors il y en a qui pensent et qui soutiennent que le libre-échangisme contemporain, l'Organisation mondiale du commerce, les accords de libre-échange entre les pays, entre les zones économiques, le TAFTA, le CETA, l'accord Union européenne, Mercosur, ne vous inquiétez pas, je reviendrai plus tard sur tous ces sigles, sont à l'origine du commerce international. C'est idiot, ça a 4000 ans, le commerce international. Et il y en a qui soutiennent que c'est une condition nécessaire au commerce international. Et rien n'est plus faux. Alors je vais vous poser une question. Il y a eu une année, depuis qu'on fait des statistiques, qui est le pic historique du commerce international. On l'a calculé, selon un rapport arithmétique, la contribution du commerce international rapportée à la somme des PIB des pays de tout le monde. C'est-à-dire de la richesse créée dans le monde. À votre avis, l'apogée du commerce international, c'est quelle année? Bon, je vous donne la réponse, c'est 1913. En pourcentage de la création totale de richesse, on commerçait davantage au niveau international en 1913 qu'en 2018. Alors qu'en 1913, le taux moyen de droits de douane sur les marchandises importées dans le monde était de 40%. Il n'y a aucune corrélation entre l'intensité du commerce international et les obstacles tarifaires. Donc j'ai dit que la mondialisation des échanges de marchandises, des échanges de capitaux, des échanges d'informations, est un fait. Quelquefois, et même souvent, le commerce international est favorisé par le libre-échange. Moi, j'ai rien contre le libre-échange dans l'absolu. Le libre-échange, c'est une pratique, c'est une politique économique qui est parfois utile et parfois néfaste. Ça dépend des circonstances, ça dépend des domaines économiques, des secteurs d'activité et des partenaires. On peut utilement pratiquer le libre-échange des automobiles entre la France et l'Allemagne. Ça ne suppose pas, comme conséquence nécessaire, qu'on échange librement les produits laitiers entre la France et l'Allemagne. Ça ne suppose pas non plus qu'on laisse entrer sans taxe douanière les automobiles coréennes. Tout cela relève de la bonne gestion et d'un certain empirisme. Le mondialisme, c'est tout autre chose.
Le mondialisme marchand est une idéologie politique et économique assez messianique. C'est un projet porté par des militants actifs. C'est le libre-échangisme mondial des marchandises, des capitaux, mais aussi des personnes. C'est un dogme, un absolu vers lequel on tend. Cela satisfait un projet idéologique et ça satisfait aussi les intérêts financiers de groupes privés de taille multinationale. Alors il y a plein de manifestations du mondialisme économique. Citons par exemple la tendance à ce qu'on appelle la gouvernance mondiale dans le domaine commercial. C'est un phénomène constant depuis 1947, qui est la date de fondation du GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Et ce GATT va aboutir en 1994 à la naissance de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le but est très clair, c'est l'harmonisation des pratiques commerciales internationales et surtout des taux de douane, qui devraient tendre asymptotiquement, et qui tendent d'ailleurs asymptotiquement vers zéro, au moins en théorie, puisque un certain nombre d'États, dont les États-Unis, font de nombreuses exceptions à caractère protectionniste. C'est une religion, le libre-échangisme conçu comme ça. Parmi les personnalités emblématiques de l'histoire de l'OMC, il faut citer, regardez sa fiche Wikipédia, c'est intéressant, le français Pascal Lamy, qui a été un véritable ayatollah du libre-échangisme. Comment justifie-t-on cette doctrine auprès des populations européennes? C'est au nom de l'intérêt de l'individu, c'est-à-dire du consommateur. Il faut bien retenir ces mots parce que quand on parlera d'histoire et de philosophie politique, on retombera en permanence sur individu et sur consommateur. C'est l'intérêt de l'individu, l'intérêt du consommateur qui, paraît-il, profiterait de prix de détail pour ses achats plus bas grâce aux flux mondiaux libérés. Alors je n'ai pas le temps pour l'instant de réfuter dans le détail cet argument qui est totalement fallacieux dans le long terme. On pourrait revenir dans une discussion. C'est une illusion court-termiste, puisque c'est vrai, certains prix baissent, pas tous, mais surtout le tissu économique collectif de production est ruiné par cette pratique. Donc le niveau de vie des individus en tant que consommateurs est dégradé par la baisse du revenu du travail des individus en tant que producteurs. D'où l'augmentation constante et nécessaire des revenus dits sociaux en compensation. Et donc, au passage, l'augmentation de la dette. En réalité, la mondialisation des échanges, ainsi conçue, ne profite qu'à une minorité d'entreprises et d'individus dans le monde, ce que l'économiste Jacques Sapir, S-A-P-I-R, quelquefois j'appelle les noms, résume très bien, je le cite, « La mondialisation appauvrit les pauvres des pays riches et enrichit les riches des pays pauvres. » C'est le seul résultat concret. Il y a d'autres manifestations en dehors de l'OMC. Il y a la signature d'accords de libre-échange régionaux, dont bien entendu le marché commun qui a donné la CE, etc. après, le Mercosur, qui est l'accord de libre-échange sud-américain, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, puis il y en a plein d'autres. Et puis après, on a vu se développer des accords bilatéraux, comme l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée, ou le CETA, CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Alors ça m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont significatives dans cette affaire du CETA. D'abord, les clauses du traité CETA ont été négociées avec le Canada par la Commission européenne, sans intervention des gouvernements nationaux, sans même consultation de ces gouvernements, et dans le plus grand secret. Puis, l'accord final a été dévoilé et présenté, il a été approuvé par le Conseil européen, c'est-à-dire les États, et par le Parlement européen, où, bien entendu, nos élus français socialistes et nos élus français des républicains ont tous voté pour. D'accord ? Alors, s'agissant d'un traité,
il devrait être approuvé par les parlements nationaux. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Sans entrer... Et ça, c'est un coup d'État européen. C'est un coup d'État européen. On passe par-dessus le droit légitime des nations. Et par-dessus, d'ailleurs, le texte des traités européens. Sans entrer dans tous les détails, encore une fois, le CETA est emblématique des dangers que représente le libre-échangisme pour la souveraineté économique et la souveraineté juridique des nations. Alors, je vais prendre un exemple, et on va le défiler. Les normes sanitaires de l'industrie agroalimentaire canadienne sont beaucoup moins contraignantes que les nôtres. Nous ne pouvons pas nous opposer à l'importation de poulet ou de viande de porc qui sont en infraction avec nos propres normes de production et de commercialisation. Il y a donc à la fois un risque potentiel au niveau sanitaire pour la population et une concurrence déloyale à l'encontre de nos propres éleveurs. De surcroît, nous avons perdu notre souveraineté en matière de propriété intellectuelle collective, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des marques collectives, car très peu d'appellations d'origine protégée ont été reconnues par les Canadiens, notamment dans le domaine des fromages. Rien n'interdit aujourd'hui à Leclerc de commercialiser du Livaro made in Ontario. Enfin, dans le domaine politique, nous subissons une perte de notre souveraineté juridique. En effet, si la France, le gouvernement légal de la France, décidait par exemple, et pour des raisons sanitaires, d'interdire l'importation de viande de poulet lavée à la dioxine ou de céréales OGM ou de produits phytosanitaires réputés dangereux, les sociétés privées, victimes de ces prohibitions, auraient le droit d'intenter une action contre l'État français, et même pas en justice pour que le conflit soit tranché par des juges, mais devant un collège d'arbitres privés. C'est dans le texte. À travers ces clauses, on voit bien l'affaiblissement de l'État et comment la France, au même titre que les autres nations européennes, devient une proie, une victime toute désignée pour de grandes firmes mondiales du type Monsanto. Monsanto étant l'archétype de la firme mondiale aujourd'hui. La gouvernance mondiale devient une réalité entre les mains de ces sociétés privées. Alors pour information, le projet TAFTA, c'est-à-dire transatlantique, est au point mort grâce à M. Trump. Ce n'est pas grâce à nos dirigeants, c'est merci Trump. Un traité analogue est en discussion en ce moment entre la communauté européenne et le Mercosur, c'est-à-dire la zone de libre-échange d'Amérique du Sud. Et là, apparemment, il y a aussi les plus grands risques pour notre filière agricole et agroalimentaire. Mais bien entendu, on ne connaît pas les détails puisque c'est secret. La démocratie et la transparence progressent à une vitesse extraordinaire. Un troisième point. Je vous ai dit que le commerce international est une nécessité et que la mondialisation est un fait. Bien. En revanche, la logique élémentaire, en politique et en économie, voudrait que l'on régule les marchés lorsqu'il y a une concurrence déloyale. Alors, il y a différentes formes de concurrence déloyale. Il peut y avoir un dumping classique ou commercial, c'est-à-dire une vente à perte lorsque l'on exporte. On accepte de vendre à perte pour casser les concurrents. Il y a le dumping monétaire, c'est la manipulation des cours de la devise nationale à la baisse pour en faire baisser le prix et donc faire baisser le prix des marchandises pour les acquéreurs étrangers. Il y a le dumping environnemental qui est aujourd'hui reconnu. C'est l'absence de toute règle de protection de l'environnement dans les lieux de production, ce qui permet de limiter les coûts de fabrication, bien entendu. Il y a aussi le dumping social, c'est la fabrication des produits dans des conditions salariales et sociales d'exploitation et de quasi-esclavage. Alors, pour moi, seule une idéologie mondialiste de nos élites politiques explique que rien n'est fait contre tout cela. La théorie libérale du commerce international dit, depuis Adam Smith, que les nations se concurrencent entre elles au niveau commercial grâce à leurs avantages concurrentiels, ce qui veut dire que chaque nation propose et vend aux autres ce qu'elle sait faire de mieux. Au niveau international, c'est le principe de la division du travail. Soit. Mais qu'a vendu
la Chine pendant 20 ans. Que vend aujourd'hui le Bangladesh? Des produits? De l'électronique? Du textile? Des crevettes? Non. Ils vendent de la main-d'œuvre servile surexploitée à bas coût. À telle enseigne qu'actuellement les industries textiles chinoises délocalisent leurs usines en Érythrée, parce que l'ouvrier érythréen est moins cher que le chinois. Donc on vend de l'esclave, on ne vend pas du produit, on vend du prix. À qui cela profite-t-il? Théoriquement, c'est aux consommateurs des pays développés. Alors regardons de près. À qui ces dumpings profitent-ils? Aux fabricants, un peu, quand même. À l'employé, rien du tout. Il est exploité. Aux consommateurs occidentaux, moins encore, malgré la publicité. Quand le gogo américain paye dans un magasin $175 un jean diesel qui est sorti d'usine à 99 cents, avec un ratio entre le prix de sortie d'usine et le prix de vente public de 180 fois, on peut quand même imaginer que la main-d'œuvre locale a été exploitée, que l'industrie nationale américaine n'a aucune chance de résister, et que les intermédiaires, les marques, les agences de publicité gagnent plus que tout le monde. Mais le consommateur, il n'a rien gagné. C'est une arnaque. Or, mon propos n'est pas moral. Je ne suis pas en train de plaindre le gogo américain, et il n'y a même pas, malgré tous mes sentiments de charité chrétienne, il n'est pas de mon propos de m'apitoyer longuement sur le travailleur exploité. En revanche, comment expliquer que nos élites politiques, si morales, ne prennent aucune mesure, par exemple douanière ou de quota, sinon parce que, pour ces élites, le commerce international suppose le credo du libre-échangisme intégral. C'est une idéologie avec, en plus, des intérêts marchands qu'on satisfait au passage. Ça, c'est pour les marchandises. Dans le domaine financier, la mondialisation est un fait. En revanche, on pourrait espérer que les intérêts des nations soient défendus comme il se doit. Eh bien, au contraire, une idéologie absolue de laisser faire, laisser passer, empêche tout contrôle et toute régulation. Lors de ma précédente intervention sur la réforme fiscale, j'avais attiré votre attention sur l'un des risques majeurs qui pèsent sur nos nations aujourd'hui. C'est le tarissement de la ressource fiscale et la faillite du système social, à cause de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Et ce n'est pas rien. Sans parler des personnes privées, si toutes les entreprises transnationales payaient l'impôt à leur taux théorique, la France ne serait plus en déficit budgétaire. Le nomadisme des sièges sociaux, les transferts internationaux de redevances bidons, de gestion, de marques, les manipulations de prix de cession entre sociétés au sein d'un même groupe international, les paradis fiscaux, tout cela est de notoriété publique, et les rodomontades de nos hommes politiques, de Sarkozy à Macron, ça ne change jamais, se suivent et se ressemblent. Rien n'est fait, car l'idéologie du libre-échangisme et du mondialisme règne aussi dans le domaine des marchés financiers. Bien entendu, au profit d'intérêts privés, qui sont les intérêts des entreprises qui utilisent ces pratiques, mais aussi au profit du système bancaire international et des innombrables cabinets de juristes et de conseils spécialisés dans l'organisation et la gestion d'un tel système. Marchandises, capitaux, parlons maintenant des hommes. Une libre circulation sans contrainte, sans contrôle, c'est l'objectif. Et je vais le dire tout net, un grand remplacement organisé, voulu et orchestré. On se rappelle les bras ouverts de notre amie Angela Merkel aux migrants en 2016. Il y a un document de l'ONU qui est intéressant, qui date de 2013, qui est un document de travail officiel, qui est disponible sur Internet auprès de sources diverses, dont, très intéressant ce site, J-Forum, le portail juif francophone. L'ONU préconise, je dis préconise, pas prévoit, préconise, recommande
les mots ont un sens, le remplacement des populations européennes comme solution au déclin et au vieillissement de la population. Est-ce que vous connaissiez Aurélien Taché? Ça vous dit quelque chose? Non, personne ne le connaît. Il est député de La République En Marche. Et Aurélien Taché est en train de se faire connaître parce qu'il propose d'octroyer un crédit d'impôt solidarité pour les contribuables français qui hébergeraient gratuitement un étranger migrant. Alors les SDF français, ils peuvent crever. Là, on s'en fiche. Le crédit d'impôt pourrait atteindre 1 800 € par an. Donc on paierait des individus français pour accueillir des migrants et on les paierait avec crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on les paierait, c'est à peu près synonyme. On les paierait avec les impôts payés collectivement par les Français. Tout cela est plein de sens, bien entendu. Ça, c'est juste quelques exemples. Mais il faut analyser le sens. Là, il faut remonter aux sources, remonter à l'histoire en philosophie et en économie. Les fondements de cette idéologie mondialiste sont l'abolition des identités politiques et culturelles, d'une part, et le libre-échangisme absolu, d'autre part. Et on va voir que dans les deux cas, économique et politique, ce qui est en cause fondamentalement, c'est la relation que nous concevons des rapports entre l'individu et la collectivité. Je reviens à individu et vous allez voir qu'on va arriver tout de suite à consommateur. Voyons d'abord l'économie. Allez, un mot d'histoire. Le monde moderne trouve sa source dans la révolution industrielle anglaise, qui commence à la fin du XVIIe siècle. Et la révolution industrielle anglaise tire elle-même ses racines du mouvement des enclosures. Les enclosures, c'est l'accaparement par les grands propriétaires terriens des terres banales, c'est-à-dire des terres communautaires, des terres libres d'accès, et notamment des bois, où le paysan pouvait faire paître librement ses quelques bêtes, ce qui lui donnait du lait et de la viande, et le paysan pouvait aussi non pas couper des arbres, mais glaner du fagot, du bois tombé, pour se chauffer et pour faire cuire ses repas. Les enclosures ont provoqué une paupérisation massive de la paysannerie anglaise et donc un exode rural. Et est apparu le prolétaire urbain, déraciné de son territoire et déraciné de ses racines, déraciné de son histoire, qui est devenu désormais disponible pour fournir à l'industrie naissante, qui est principalement urbaine, une main-d'œuvre bon marché. Ces masses déracinées sont très justement décrites par Karl Marx comme l'armée de réserve du capital. Capital, livre 5. L'armée des anciens paysans devenus prolétaires, des ouvriers précaires qui se font entre eux une concurrence pour savoir qui acceptera de travailler à la fabrique pour le salaire le plus misérable. C'est ça le marché du travail. Cette notion de déracinement est importante pour comprendre la constitution de ce qu'on appelle l'homo economicus, l'homme économique, que la science économique va désormais appeler un agent économique. Quelle est la définition d'un agent? Je cite, « Tous les agents produisent, tous les agents consomment. Point final, rien d'autre. » Coupé de ses repères locaux, familiaux, l'individu est donc réduit à cette dimension de producteur-consommateur et n'a de valeur et de poids dans la société qu'à ce seul titre. Dans un très bon article qui avait été publié, je crois que c'est sur Boulevard Voltaire, Alain de Benoît disait la chose suivante, je partage absolument: le capitalisme libéral exige des hommes hors sol, des hommes interchangeables, flexibles et mobilisables à l'infini, dont la liberté, à commencer par la liberté d'acquérir, d'échanger et de consommer, dont la liberté exige qu'ils soient déliés de leurs héritages, de leurs appartenances et de tout ce qui pourrait, en amont d'eux-mêmes, les empêcher d'exercer leur libre choix. Dans cette perspective, rompre avec les traditions héritées du passé, rompre avec l'humanité antérieure, équivaut nécessairement à un bien. Donc l'homme économique est réduit à sa double fonction de producteur et de consommateur.
dans sa relation avec les autres agents économiques, l'homo economicus, ne vise qu'à maximiser son utilité. C'est l'expression technique, maximiser son utilité, c'est-à-dire son intérêt individuel en dehors de toute considération de solidarité. Solidarité familiale, solidarité de clan, solidarité de famille, de village, etc. La relation économique entre les agents est à la fois concurrentielle et contractuelle. Bon, ça c'est l'aspect économique. Regardons les sources politiques. Qu'est-ce qui, au fond, justifie, je mets entre guillemets, l'ouverture à l'autre et au monde des sociétés européennes? Dans le domaine politique, ce qui rend possible le mondialisme, au fond, c'est la théorie du contrat social, qui a été rendue célèbre par un philosophe anglais du milieu du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, H-O-B-E-S, dans son ouvrage Le Léviathan. Très rapidement, voilà le contexte politique. En Angleterre, dans les années 1640, apparaît une discorde politique et civile très profonde qui oppose la monarchie anglaise, la famille, la cour et le Parlement. Alors, il se trouve que Thomas Hobbes est un proche du roi, Charles Ier Stuart. Hobbes s'exile en France dès 1640. Entre 1642 et 1649, l'Angleterre est ravagée par deux guerres civiles. En 1649, le roi est battu. Cromwell instaure une dictature. Le roi Charles Ier est jugé et décapité. Voilà le contexte. Hobbes regarde et analyse tout ce phénomène en être souffrant. L'assassinat d'un roi, c'est pas une chose inédite dans l'histoire de l'Angleterre, il y a des précédents. En revanche, cet assassinat du roi est monstrueux dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, on a jugé de sang-froid et mis à mort le souverain. Non pas le roi, personne humaine, mais le souverain, en tant que dépositaire légitime, transcendantal d'une institution, qui s'appelle l'ordre traditionnel. Et pour Hobbes, l'homme est mauvais. De cette réflexion va sortir un ouvrage absolument sublime, mais qui est quasiment diabolique pour l'histoire de l'Europe, c'est le Léviathan. L'homme est mauvais, l'homme est égoïste, l'homme ne reconnaît aucun lien de solidarité. Il privilégie en toute occasion son intérêt particulier et immédiat. L'état naturel d'une société humaine, c'est la guerre civile, la guerre permanente de tous contre tous, l'anarchie constitutive de l'espèce humaine. Alors tout ça c'est très discutable, mais c'est comme ça qu'il le voit. Pour Hobbes donc, l'homme n'est pas de naissance naturellement un animal social. Celui qu'Aristote appelait le zoon politikon, l'animal politique, intégré à une société concrète, préexistante à lui, doté d'une dimension traditionnelle, juridique, culturelle, linguistique, ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement une identité. Hobbes vient d'inventer l'homme à l'état de nature. Alors, pour sortir de cet état lamentable de guerre civile chronique, l'homme, dit Hobbes, l'homme de la société primitive, alors c'est un mythe, il n'y a jamais eu de société primitive, c'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est en dehors du temps, c'est une fable. L'homme de la société primitive a inventé de se socialiser. Les hommes sont intelligents, même s'ils sont mauvais, ils sont rationnels, ils savent où est leur intérêt. Ils conviennent entre eux, par un contrat de type commercial, de mettre fin à la guerre civile et de renoncer à une partie de leur souveraineté au profit de l'État. C'est là l'origine, selon Hobbes, de l'État politique. Cet État, pour faire régner l'ordre et pour imposer des règles à cette société anarchique, cet État doit être fort et redoutable, et redouté. Et symboliquement, Hobbes va donner à l'État le nom terrible et redoutable de Léviathan, car le Léviathan est un monstre marin biblique qui, dit-on, sortira de la mer pour ravager les cités humaines pécheresses à la fin des temps. C'est dans l'Apocalypse. Pourquoi je dis tout ça à propos d'un philosophe du XVIIe siècle? C'est parce qu'on vit là-dessus. Les théories de Hobbes sont à l'origine de toutes les théories de
ce qu'on appelle la table rase, qui, sous des formes diverses, se succèdent en Occident depuis 300 ans. L'humanité, ses sociétés, ses générations successives sont des tabulas rasas, des tablettes de cire vierge. Dans l'Antiquité, la tablette de cire servait d'ardoise à écrire. On gravait des mots dans la cire, c'est mou, avec un stylet, et pour effacer le texte, on chauffait la cire simplement au soleil. La cire fondait, les mots s'effaçaient, on laissait refroidir et on pouvait recommencer à écrire. Comme aujourd'hui, on efface une ardoise. Et sur la tablette de cire de l'histoire de l'humanité, le temps a écrit des mots, des conceptions du monde, des histoires nationales ou locales, des pratiques des rapports sociaux, des civilisations. On pourrait, en chauffant un petit peu la tablette, faire fondre la cire qui redeviendrait lisse, rase et donc vierge. Et on pourrait donc écrire dessus, en toute liberté, de nouvelles aventures, un nouveau droit, de nouvelles sociétés, un homme nouveau. Que dit l'Internationale ? Du passé, faisons table rase. Ces théories de la table rase sont l'origine de la théorie moderne des constitutions, de la Déclaration universelle des droits d'un homme universel, de la prétention à rompre avec une nature et avec des héritages, de la prétention à remettre les pendules à zéro dans l'histoire. On efface tout, on recommence. Cette problématique est tout à fait d'actualité, puisque rien dans cette logique n'empêche, par exemple, de voir des individus allogènes, venus d'ailleurs, s'agréger au contrat social français, dans le cadre d'une société qui aurait vocation à devenir ouverte à l'autre et au monde. On refait le contrat social, on recommence. Rien n'empêche non plus de faire table rase des traditions culturelles, au nom des normes nouvelles d'un nouveau contrat social. On s'adapterait à la nécessité d'accueillir de nouvelles cultures, de nouvelles populations, avec lesquelles on inventerait un nouveau vivre ensemble entre producteurs-consommateurs. On peut, par exemple, soyons concrets, faire disparaître les croix au sommet des églises quand on les restaure, ce qui vient de se passer dans un village du nord de la France. On restaure l'église, on oublie de remettre la croix sur le clocher. Rien n'empêche de rebaptiser la bière de Noël bière d'hiver, comme vient de faire l'EF, une brasserie belge. Parce que Noël, ça fait chrétien. Rien n'empêche de promettre, ah ça c'est M. Macron, rien n'empêche de promettre à la France un avenir de start-up. La France, une nation vieille de 1500 ans, avec sa culture politique et économique, comme si tout cet héritage non seulement ne servait à rien, mais était, après tout, un poids mort tout à fait néfaste. On efface tout, on recommence, la France c'est une start-up. Vous oubliez tout ce qui s'est passé depuis Clovis. On recommence. Vous voyez que je vous parle de l'actualité. Et les exemples sont légion de cette pratique de la table rase, c'est-à-dire de l'effacement de l'existence sociale, politique et culturelle. On peut aussi modifier, remodeler non seulement le contenu d'une tradition ou d'une culture, une identité, mais on peut aussi remodeler son périmètre en abolissant la notion de frontière. Il n'y a pas de politique sans frontières. La notion de frontière est coexistante à la notion même de politique. Et l'on voit bien que l'objectif du mondialisme n'est pas seulement d'ouvrir les nations vers le monde en accueillant l'autre, c'est aussi de réfuter la notion, de décrédibiliser la notion même de frontière et d'État, d'élargir le périmètre à une humanité globale, avec un laisser-faire, laisser-passer des personnes, des individus, analogues au libre-échangisme économique. C'est un marché mondialisé des êtres humains, producteurs-consommateurs. Alors que ce soit Hobbes ou le libéralisme, on voit bien que les principes de ces deux idéologies sont communs. Les individus sont comme de purs atomes qui flottent quelque part dans le plasma inorganique de l'espace et du temps. Des individus hors sol, interchangeables, équivalents, sans aucune détermination culturelle ou historique. La place est donc libre pour un mondialisme final,
celui d'aujourd'hui, celui de la libre circulation intégrale des capitaux, des populations, où le prolétaire mondial nomade fournit au système économique une nouvelle armée de réserve du capital, pour reprendre les termes de Marx. Avec à la clé, parce qu'il n'est pas seulement producteur, ça fournira une nouvelle armée de réserve de la consommation. Producteur-consommateur. Sous sa forme ultime, c'est le mondialisme actuel de la mise en concurrence intégrale mondiale des individus, y compris, par exemple, sous la forme de la location du corps féminin pendant 9 mois. C'est la gestation pour autrui mondialisée. C'est l'avènement d'une humanité nomade et prête à toutes les soumissions, ce que Renaud Camus appelle la matière humaine indifférenciée. C'est le mondialisme marchand. Et ça, c'est organisé, c'est planifié, y compris à l'ONU. Comme si, d'ailleurs, arrêtons, comme si les Afghans allaient payer les retraites des Allemandes stériles. Non, les migrants n'assureront pas le financement de la retraite des Européens par des cotisations sociales, quoi qu'en pense Mme Merkel et les ayatollahs mondialistes de l'Institut Robert Schuman. Alors c'est vrai, nous sommes dans un contexte historique de vieillissement de la population européenne. J'y suis pour rien, j'ai 5 gosses. Il serait déjà hasardeux, malgré tout dans ce contexte général, d'escompter que la solidarité entre les générations fonctionne parfaitement entre nous. Il serait assez miraculeux que vous ne remettiez pas en cause cette situation d'exploitation des classes jeunes par les baby-boomers nés entre 1945 et 1968, qui, pour un trop grand nombre d'entre eux, pour une trop grande part de cette génération, a refusé les contraintes de l'éducation d'une famille pour mieux profiter de la société de consommation. Vous seriez fondé à mettre en cause ce poids que nous vous laissons. Mais pour revenir aux migrants, est-ce qu'on peut penser que même si ces nouveaux arrivants trouvaient leur place sur le marché du travail avec les normes de productivité que nous exigeons des salariés ici, est-ce que vous imaginez que ces salariés accepteraient de subvenir ou de subvenir longtemps aux besoins de personnes avec lesquelles ils n'ont objectivement et ne se sentent aucun lien de solidarité? C'est absurde, et pourtant c'est le projet fou planifié à l'ONU. Là, il faut que je m'arrête un instant, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'un faux procès, celui de fermer hermétiquement les frontières. Je voudrais tendre le cou au passage à un autre faux procès, à une autre accusation dont vous risquez d'être victime. Ça s'appelle le complotisme. Et il faut que vous sachiez vous défendre contre une telle accusation. Or, il paraît que nous sommes complotistes, que nous voyons dans tout un tas de phénomènes la résultante de machinations sournoises, d'ententes clandestines au sein de sociétés secrètes d'initiés, qui se réuniraient la nuit dans des cryptes avec des cagoules sur la tête, modèle Ku Klux Klan. Bon, il paraît. Et puis on dit que nous apprécions peu une certaine société de pensée dont les membres ont la manie de tenir des réunions fermées au public, qui portent des tabliers brodés et qui sont surreprésentés au gouvernement. Alors ça, c'est un peu vrai quand même, j'avoue. Alors soyons clairs. Quelquefois, oui, il y a complot. Il y a entente en politique comme en économie. En économie, il est patent qu'il y a parfois des ententes entre dirigeants d'entreprises pour se partager des marchés ou pour maintenir des prix élevés, et donc des marges. Si ce n'est pas vrai, alors les législateurs sont complotistes puisqu'ils font des lois contre ces ententes commerciales illicites. Si ce n'est pas vrai, la justice française est complotiste, puisqu'elle a condamné au pénal et au civil, et à de multiples reprises, des sociétés de l'agroalimentaire, des sociétés de téléphone, des banques. Ça, c'est patent. Où est le complotisme là-dedans? Mais il y a entente illicite, reconnue par la justice et dénoncée par la loi. Au niveau politique, il est patent qu'il y ait eu, par exemple, un complot politique entre les dirigeants américains et britanniques pour déclencher la Deuxième Guerre du Golfe en 2003.
Tony Blair, Premier ministre anglais, a secrètement donné son aval à George W. Bush, président américain, pour que le général Colin Powell monte aux États-Unis, en brandissant devant les représentants des nations du monde un flacon d'urine ou de citronnade, on n'a jamais su, et qui était censé être la preuve que Saddam Hussein avait développé des armes biologiques de destruction massive. Il est patent aussi que dans ce cas, ce complot criminel contre la paix profitait en premier lieu et directement aux intérêts économiques des sociétés pétrolières américaines et britanniques. Et on connaît les liens historiques et patents de la famille Bush avec l'industrie pétrolière du Texas. Et on connaît le poids historique de la British Petroleum dans la politique internationale de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient depuis 120 ans. Ce n'est pas du complotisme. C'est même pour ça qu'on a créé le Koweït, après l'effondrement de l'Empire ottoman. Et les exemples sont légion. Où est le complotisme là-dedans? Mais il y a complot. Oui, il y a entente illicite et secrète, dans un certain but commun. Mais au-delà de cela, et puis en usant souvent de thèses complotistes, fantaisistes, bon, j'en sais rien, moi, les 11 septembre, on en arrive maintenant, au nom du complotisme, à nier simplement que des personnes, que des groupes aient des aspirations communes ou des intérêts communs. Si on partage une même conception du monde, ou la même idéologie, il est quand même assez naturel et normal qu'on agisse dans le même sens. Par exemple, dans la constitution des groupes terroristes islamistes internationaux qui sont apparus successivement, il n'y a pas de complot mondial. Il y a des gens qui, de diverses nations et sans forcément se concerter la nuit avec des cagoules, sont arrivés aux mêmes conclusions à partir des mêmes prémices. Bientôt, on ne pourra même plus dire que les actionnaires des entreprises cotées en bourse ont un intérêt commun à certains licenciements de salariés. On sera complotiste si on dit que les salariés et les actionnaires ont des intérêts individuels et collectifs divergents, et qu'il est donc normal que se constituent des syndicats salariaux et patronaux. Je rappelle que le corporatisme, ce n'est pas la négation de l'existence d'une lutte des classes. C'est une manière pragmatique de dépasser par le haut des conflits d'intérêts que la disparition des corps intermédiaires a laissé se développer dans la société. Je vous rappelle que le milliardaire américain Warren Buffett a déclaré « La lutte des classes existe et c'est nous qui l'avons gagnée ». Donc Warren Buffett et Karl Marx sont des complotistes. Mais tout le monde va finir par être complotiste. Et je pense que la propagation de cette notion de complotisme est une atteinte grave à l'esprit critique, à la liberté de penser et à la liberté politique tout court. Donc il faut avoir quelques arguments. Alors concluons rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire face au mondialisme marchand? Il faut d'abord choisir son camp. Il y a deux conceptions des sociétés qui s'opposent, deux et pas trois. Soit les sociétés humaines sont des êtres collectifs, dont la valeur est plus que la somme des parties qui les constituent, c'est-à-dire les individus. Ces sociétés sont inscrites dans un espace déterminé, un espace géographique déterminé, et dans une profondeur historique. Elles ont une culture qui peut évoluer et qui évolue avec le temps, mais sur la base d'un héritage. Les activités culturelles, sociales, économiques, les rapports entre individus, les rapports collectifs entre les groupes familiaux, sociaux, les groupes économiques, sont régulés par des normes et même par des interdits qui assurent le respect de la solidarité, le respect minimal d'une solidarité minimale. Ces sociétés, comme tous les êtres vivants, ont pour objectif de se reproduire, de transmettre. C'est le principe de pérennité et de tradition-transmission, car la tradition, ce n'est pas le culte du passé, c'est la capacité à transmettre des normes et des valeurs partagées. C'est ça, la tradition. Bon. Soit c'est ça, soit c'est l'inverse.
soit à l'inverse, les sociétés sont des agrégats. Des agrégats d'individus modelables, remodelables librement, en fonction des situations et des intérêts du moment. Les individus maximisent leur intérêt individuel et tout peut librement être marchandisé. Le temps, le travail, la procréation, n'importe quoi. Rien ne s'oppose non plus à ce que l'étranger participe librement à la concurrence locale sur le marché du travail si des intérêts économiques y trouvent un intérêt. Le capitalisme financiarisé, celui qu'on connaît, est régi par la loi du rendement immédiat et de l'économie hors sol. Rien ne s'oppose non plus à ce que l'étranger vienne remplacer l'autochtone défaillant et stérile pour abonder les caisses de retraite, du moment que le retraité touche sa pension et puisse faire sa croisière annuelle. Enfin, le temps individuel et collectif est normé et par le court-termisme, après moi le déluge, et toute novation est reçue comme bienvenue dans cet hôtel de passage, je cite, qu'est la société selon Jacques Attali. C'est d'ailleurs la conception d'un certain jésuite Bergoglio. Tout repose donc sur la conception de l'individu et de ses rapports avec la société. Malheureusement pour nous, on n'est pas gâtés parce que nos contemporains accepteront difficilement de faire leur deuil du culte de l'individu, un individu matérialiste, un individu politique et social libre de toute détermination, libre de jouir sans entrave dans l'instantané du temps, un individu drogué à la consommation de produits et de services renouvelés sans cesse par le marketing. C'est ce qu'a bien défini Philippe Muret, M-U-R-A-Y, dont je vous recommande les œuvres, comme l'homo festivus. C'est le titre d'un de ses livres. C'est l'homme qui fait la fête et qui ne fait que la fête. Le vivre ensemble de l'homo festivus, c'est un ensemble assez paradoxal de consommation matérialiste, de jouissance fugitive et de convivialité factice, où des individus font la teuf en racontant leur fun sous forme de messages adressés à des amis inconnus et autistes par des amis zombies autistes. Et c'est pourtant de cet individualisme-là qu'il faudra se séparer. C'est à ça qu'il faudra renoncer pour revenir à une conception et une définition et une pratique surtout organique et holiste de la société. Holiste, c'est global. Mot grec signifiant global, total, qui constitue un tout. Pensez à l'anglais whole, the whole thing. Hein, la totalité, c'est le même mot en grec qu'en anglais. Hein. Bon, ça va être difficile, notre tâche est donc rude. Alors, on ne va pas explorer toutes les pistes. Mais moi j'ai un principe. Déjà, dans le domaine politique, en premier lieu, exigeons nos droits. Exigeons le respect de nos droits collectifs. La société individualiste du mondialisme marchand résonne d'un leitmotiv permanent, lancinant. J'ai le droit, j'y ai droit. Que répètent aussi bien les allogènes, nouveaux arrivés, que les autochtones complètement avachis par 50 ans de société de consommation. Alors j'y ai droit. J'ai le droit à l'asile. J'ai le droit au transport gratuit. J'ai le droit de passer en Angleterre. J'ai le droit de faire venir du bled ma deuxième et ma troisième femme. J'ai le droit aux allocs. J'ai le droit à l'aide médicale d'État. J'ai le droit au logement. J'ai le droit d'avoir des enfants, même si ma femme s'appelle Maurice. J'ai le droit du sol. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit. Eh bien, nous avons un droit, entre autres. Le droit de vouloir rester nous-mêmes, de rester français. Oh, c'est simple. De donner à nos rues et à nos places le nom que nous voulons, même si c'est Colbert. De manger du saucisson, d'abattre nos animaux de boucherie comme nous l'entendons, d'aider en priorité nos compatriotes dans la détresse. J'ai le droit de donner à qui je veux. Et de pratiquer au passage l'amour courtois dans le pays qu'il a inventé et codifié au XIIIe siècle. Ça commence comme ça. Exigeons le respect de nos droits.
Ce sont nos droits collectifs, qui sont aussi inaliénables que tous les autres droits, paraît-il. Nous aussi, on a le droit. C'est notre droit de ne pas vouloir faire table rase de notre civilisation pour la satisfaction d'idéologues nomades assez hallucinés. Je n'ai pas le temps de vous parler de George Soros, on peut en discuter tout à l'heure. Je vous recommande d'ores et déjà sa bio sur Wikipédia. Milliardaire, escroc, espérantiste, il écrit en espéranto, et donateur de tous, à toutes les associations et à tous les mouvements politiques de la Serbie à la Finlande, à l'Ukraine, qui détruisent l'Europe de manière concertée et organisée. Moi, je veux bien ne pas être complotiste, mais quand on fait ça avec énormément de moyens financiers pendant 40 ans, moi, je finis par me poser des questions. On a donc bien là une idéologie, une vision du monde, et pas seulement des intérêts moches. Donc, c'est notre droit, je le répète, de ne pas vouloir faire table rase de notre civilisation pour la satisfaction d'idéologues nomades et la satisfaction d'intérêts privés. Bon, voilà, chers amis, les quelques pistes de réflexion que je voulais vous soumettre. Retenons que le mondialisme n'est pas une fatalité naturelle et inexorable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est le fruit d'un projet politique et économique voulu par des hommes, mis en œuvre par des hommes, et ce que les hommes font, d'autres hommes peuvent le défaire. Ni Adam Smith, ni M. Juncker, ni Macron, ni le président du MEDEF ne sont dieux, même si Macron se prend pour Jupiter.